Mon nom est Hilda. J'ai 60 ans. Et ce que je m'apprête à vous raconter aujourd'hui changera à jamais la façon dont vous voyez votre propre famille. Il y a seulement 3 jours, mon propre fils Damien et ma belle-fille Mélissa ont poussé mon mari Henri et moi du haut d'une falaise de 30 mètres. Alors que je gisais là, brisée et couverte de sang, j'ai entendu le murmure désespéré de mon mari. « Hilda, ne bouge pas. Fais la morte. » Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'est quand Henri m'a révélé la vérité la plus terrible qu'une mère puisse entendre. Un secret que nos enfants avaient gardé pendant 25 ans. Pendant 40 ans, Henri et moi avions bâti ce que nous pensions être la famille parfaite. Nous nous réveillions chaque matin dans notre petite maison de banlieue, où l'odeur du café frais se mêlait au chant des oiseaux. Je travaillais comme institutrice à l'école primaire du quartier, et chaque après-midi, je rentrais à la maison avec des histoires de mes jeunes élèves. Henri, lui, avait son atelier de menuiserie, où il créait les plus beaux meubles que vous puissiez imaginer. Ses mains, à la fois rugueuses et délicates, pouvaient transformer un simple morceau de bois en œuvre d'art. Nous avions 2 fils, Richard, notre aîné, et Damien, son cadet de 5 ans. Richard était l'âme de la maison, toujours souriant, toujours prêt à aider son père dans l'atelier, toujours attentif à me protéger de mes inquiétudes. Damien était différent, plus réservé, mais je l'aimais avec la même intensité. En tant que mère, on ne fait pas de favoritisme, ou du moins, c'est ce que je croyais. Le dimanche, après la messe, toute la famille se réunissait autour de notre grande table en chêne que Henri avait sculptée de ses propres mains. Richard nous parlait de ses projets pour devenir ingénieur, tandis que Damien restait silencieux, jouant distraitement avec la nourriture dans son assiette. La vie était simple, mais belle. Le soir, Henri et moi marchions sur le sentier qui entourait notre petite ville, parlant de nos rêves, de nos futurs petits-enfants et de la vieillesse que nous espérions vivre ensemble dans cette même maison. Je n'aurais jamais imaginé que ces promenades seraient l'entraînement pour celles qui allaient presque me coûter la vie. Le week-end, j'aimais organiser des repas de famille. Mes sœurs, Harriet et Irene, venaient avec leurs maris et leurs enfants. La maison résonnait de rires, d'enfants courant partout, de femmes échangeant des recettes dans la cuisine pendant que les hommes réparaient quelque chose dans le jardin. Henri était mon partenaire parfait. Après 40 ans de mariage, il m'apportait encore des fleurs sauvages cueillies sur le chemin du travail. Il m'aidait à corriger les copies de mes élèves, et je tenais les planches de bois pendant qu'il les découpait dans son atelier. Nous étions une équipe, une unité incassable. Du moins, c'est ce que je croyais. Le soir, nous nous asseyions sur le porche pour regarder les étoiles, en planifiant notre avenir. Nous rêvions de voyager à la retraite, de voir l'océan pour la première fois, de construire une petite maison quand nos enfants auraient fondé leur propre famille. Mais le bonheur parfait, je l'ai appris plus tard, cache souvent les tragédies les plus profondes. Quand Richard a eu 20 ans, quelque chose a changé dans notre famille. Il se disputait souvent avec Damien à propos de choses que je ne comprenais pas. Je les surprenais à chuchoter dans le couloir, et dès que j'apparaissais, il se taisait. Henri me disait que c'était juste des histoires de frères, que ça passerait. Je voulais le croire, parce que j'avais besoin de croire que notre famille restait parfaite. Une nuit d'octobre, il y a exactement 25 ans, Richard n'est pas rentré dîner. Nous avons attendu jusqu'à 11 heures, puis minuit, puis 1 heure du matin. Damien était dans sa chambre, soi-disant en train d'étudier, mais j'ai remarqué un éclat étrange dans ses yeux chaque fois que je lui parlais de son frère. Henri est sorti le chercher avec nos voisins. Ils ont fouillé chaque recoin de la ville, chaque sentier, chaque endroit que Richard aimait. À l'aube, ils ont trouvé son corps au fond de la gorge de la rivière. La police a conclu à un accident, disant qu'il avait probablement trébuché dans le noir. Je n'ai jamais remis en question cette version, parce que je ne pouvais pas imaginer que la vérité puisse être bien plus horrible. Les funérailles de Richard furent le jour le plus sombre de ma vie. Je portais ma seule robe noire, la même que j'avais mise à l'enterrement de ma mère. Damien était étrangement calme pour quelqu'un qui venait de perdre son frère aîné. Alors que je pleurais jusqu'à ne plus avoir de larmes, il restait silencieux, avec une expression qui, aujourd'hui, me glace le sang. Henri ne m'a pas quitté de la journée, me soutenant quand mes jambes ne tenaient plus, murmurant des mots de réconfort qui, je le sais maintenant, avaient un goût amer dans sa bouche. Après la mort de Richard, Damien a complètement changé.
Il est devenu plus attentionné, plus affectueux, comme s'il voulait se racheter. Il m'aidait dans les tâches ménagères, accompagnait son père à l'atelier, m'apportait des petites choses quand il voyait que j'étais triste. Je pensais que c'était sa façon à lui de gérer le deuil, de combler le vide laissé par Richard. Quel naïf j'étais. En réalité, il construisait un masque parfait pour cacher le monstre qu'il était. Les années ont passé, et la blessure n'a jamais complètement guéri. Mais nous avons appris à vivre avec. Damien a épousé Mélissa, une gentille fille du village voisin. Ils semblaient heureux. Ils ont eu 2 beaux enfants, et j'ai cru que la vie nous offrait une seconde chance. Mélissa m'appelait maman, et m'aidait à la maison quand il venait nous rendre visite. Damien avait hérité du talent de son père pour la menuiserie et dirigeait sa propre entreprise. Tout semblait à nouveau parfait. Mais aujourd'hui, étendu au fond de cette gorge, les côtes brisées et le goût métallique du sang dans ma bouche, je comprends que tout ce bonheur n'était qu'un mensonge soigneusement construit. Les premiers signes du drame ont commencé il y a 6 mois, lorsqu'Henri et moi avons décidé de mettre à jour notre testament. Nous avions économisé toute notre vie. Entre la maison, le terrain que j'avais hérité de mes parents et nos économies, nous avions presque 200 000 $ à léguer à nos enfants et petits-enfants. C'est Damien qui a proposé d'aller voir un avocat. « Maman, papa, vous avez 60 ans maintenant. Il est temps de mettre vos affaires en ordre, » nous avait-il dit avec ce sourire qui, aujourd'hui, me paraît si sinistre. Mélissa hochait la tête à côté de lui, caressant ma main avec ses doigts qui, plus tard, allaient me pousser vers la mort. « On vous aime tellement, et on veut que vous soyez protégés, » avait-elle ajouté d'une voix douce. Quel idiote j'étais de croire que c'était de l'amour sincère. L'avocat, un vieil homme nommé Albert que nous connaissions depuis des années, nous a expliqué les options. Nous pouvions créer une fiducie, diviser l'héritage entre les petits-enfants, ou simplement faire un testament classique. Damien a insisté pour être désigné, avec Mélissa, comme nos seuls héritiers, en disant qu'il s'occuperait de répartir équitablement entre les enfants. Et puis, vous aurez besoin de nous plus tard. C'est mieux qu'on puisse gérer les ressources pour bien s'occuper de vous. Quelque chose dans son ton m'avait mise mal à l'aise, mais Henri semblait convaincu. Mon mari, toujours plus confiant que moi, a accepté sans trop discuter. J'avais des doutes, surtout parce que je me souvenais que Richard avait toujours parlé de prendre soin de nous quand nous serions vieux. Mais Richard n'était plus là, et Damien était notre seul fils vivant. Nous avons signé les papiers un mardi après-midi. Je me souviens, Mélissa portait une jolie robe verte et m'a serré fort dans ses bras après la signature. Maintenant, nous sommes officiellement une famille unie pour toujours, m'a-t-elle chuchoté à l'oreille. Ces mots m'avaient déjà donné un frisson, sans que je sache pourquoi. Damien a serré la main de son père avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Ce soir-là, en préparant le dîner, je n'ai pas pu me débarrasser du sentiment d'avoir commis une terrible erreur. Les semaines suivantes ont été étranges. Damien et Mélissa venaient nous voir plus souvent, mais leur visite avait changé de ton. Ils ne venaient plus seulement pour passer du temps en famille. Ils avaient toujours des suggestions, vendre la maison, investir, changer d'assurance. « Maman, tu devrais penser à vendre cette grande maison et à déménager dans quelque chose de plus petit, » disait Mélissa, en observant nos meubles d'un œil calculateur. « On pourrait vous aider à trouver un appartement confortable en ville. » Mais j'aimais notre maison. Chaque recoin respirait un souvenir, chaque pièce racontait une histoire de nos 40 années de vie commune. La cuisine où j'avais préparé des milliers de repas. L'atelier où Henri créait ses chefs-d'œuvre. Le jardin où nos enfants et petits-enfants avaient joué. Je ne pouvais pas imaginer vivre ailleurs. Quand je leur ai dit cela, j'ai vu une lueur d'irritation dans les yeux de Damien. « Maman, tu n'es pas raisonnable, » m'a-t-il dit d'un ton qu'il n'avait jamais employé avec moi. « Cette maison est trop grande pour 2 personnes de votre âge. Si tu tombes dans l'escalier, on ne pourra pas t'aider à temps. » Mélissa approuva vivement. Et puis, l'entretien doit coûter une fortune. Ce serait plus intelligent de vendre maintenant, pendant que le marché est haut. Henri, lui, commençait à trouver leurs arguments sensés. Mon mari, toujours pragmatique, voyait la logique. Mais je ne pouvais pas me défaire de cette impression. Il y avait autre chose derrière leur insistance. Une nuit, après une énième discussion, j'ai demandé à Henri. « Tu ne trouves pas étrange que Damien s'intéresse autant à nos affaires d'argent ?» « Hilda,
Il s'inquiète pour nous, m'a-t-il répondu en se brossant les dents. Peut-être qu'on devrait l'écouter. On n'est plus tout jeune. Mais dans ses yeux, j'ai vu une ombre, une inquiétude qu'il refusait d'admettre. Aujourd'hui, je sais qu'Henri avait déjà des soupçons. Il commençait à relier des points que je ne voyais même pas. Tout s'est aggravé lorsque Damian a suggéré que nous lui donnions procuration sur nos finances. C'est juste par précaution, a-t-il expliqué, pendant que Mélissa préparait le thé dans notre cuisine comme si elle en était la maîtresse. Si jamais l'un de vous tombe malade, on pourra gérer les choses facilement. Sa manière de le dire, si naturelle, si logique, aurait presque pu me convaincre. Mais son insistance me rendait nerveuse. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain, j'ai appelé ma sœur Harriet. Elle avait toujours eu plus de discernement que moi. Quand je lui ai raconté, elle est restée silencieuse un long moment avant de dire « Hilda, tu ne trouves pas bizarre que Damian veuille autant contrôler votre argent? Il a son entreprise, il réussit bien. Pourquoi aurait-il besoin d'un tel pouvoir ?» Ces paroles m'ont frappé de plein fouet. Elle avait raison. Damian n'avait jamais eu de problème financier. Cet après-midi-là, quand il est revenu encore une fois pour parler d'avenir, j'ai décidé de le confronter. « Mon fils, pourquoi tiens-tu tant à contrôler nos affaires? Ton père et moi sommes encore lucides. » Sa réaction fut immédiate. Son visage s'est durci, et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose qui m'a rappelé quelqu'un d'autre. Quelque chose de froid, calculateur, dangereux. « Maman, ce n'est pas une question de contrôle, a-t-il dit d'une voix tendue. C'est une question d'amour, de soin et de responsabilité familiale. Mais la façon dont il a prononcé ces mots sonnait plus comme une menace que comme une preuve d'affection. Mélissa, jusque-là silencieuse, a pris la parole avec douceur. « Hilda, nous voulons seulement ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est douloureux de vous voir vous inquiéter pour des choses que nous pourrions gérer. » Ce soir-là, après leur départ, Henri et moi avons eu notre première véritable dispute depuis des années. Il pensait que j'étais paranoïaque, que je voyais le mal partout. Moi, j'étais convaincu que quelque chose n'allait pas. « Henri, lui ai-je dit en lavant la vaisselle, tu te souviens de ce que Damian était avant la mort de Richard? Il était différent, distant. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y avait quelque chose en lui qui me faisait peur. » Henri s'est arrêté, le regard fixe. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'y avais jamais vu auparavant. La reconnaissance. « Hilda, m'a-t-il murmuré d'une voix très basse, il y a des choses sur la mort de Richard que je ne t'ai jamais dites. » Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Les mots d'Henri m'ont frappé comme un éclair. « Que veux-tu dire par la mort de Richard ?» lui ai-je demandé d'une voix tremblante. Mon mari s'est assis lourdement sur l'une des chaises de la cuisine, à cette même table où nous avions partagé des milliers de repas en famille, où Richard faisait ses devoirs, et où Damian, lui, restait toujours silencieux. Henri passa ses mains sur son visage, comme s'il tentait d'effacer les souvenirs qui le hantaient depuis 25 ans. La nuit où Richard est mort, commença-t-il d'une voix brisée. Damian n'était pas dans sa chambre à étudier, comme il nous l'avait dit. Je l'ai vu quitter la maison vers 8 heures. Je l'ai suivi, car quelque chose dans son attitude m'inquiétait. Il était très étrange ces derniers jours, plus agressif, plus rancunier. Mon mari fit une pause, observant ses mains comme si la vérité terrible qu'il avait gardée si longtemps y était gravée. Je les ai vus se disputer près du ravin, Hilda. Je les ai entendus hurler des choses horribles l'un à l'autre. Mon monde commença à tourner. De quoi se disputaient-ils? Ai-je murmuré, même si une part de moi ne voulait plus entendre la réponse. Henri leva les yeux vers moi, et j'y vis des larmes. Des larmes qu'il n'avait même pas versées aux funérailles de notre fils aîné. À propos de l'héritage, Hilda. Damian était furieux parce que Richard, en tant qu'aîné, devait hériter de la plus grande part de nos biens, selon la tradition familiale. Mais il y avait autre chose, quelque chose à propos d'argent que Richard avait découvert. « Quel argent ?» demandai-je, sentant le sol se dérober sous mes pieds. Henri poussa un long soupir avant de poursuivre. 3 jours avant sa mort, Richard était venu me parler à l'atelier. Il avait découvert que Damian volait de l'argent sur notre compte d'épargne familiale. De petites sommes au début, puis de plus grosses. Richard avait des preuves. Il enquêtait depuis des mois. Mon esprit refusait de comprendre ce que j'entendais.
mon plus jeune fils, celui qui s'était montré si attentionné après la mort de son frère, celui qui nous aidait et prenait soin de nous, avait volé notre argent bien avant le drame. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Ai-je accusé Henri, sentant la trahison me brûler le cœur. Parce que quand je suis arrivé au ravin cette nuit-là, il était déjà trop tard, répondit-il d'une voix étranglée. J'ai vu Damian debout à côté du corps de Richard. Il tremblait, plairait et répétait sans cesse. C'était un accident, c'était un accident. Il m'a regardé avec des yeux suppliants et m'a dit « Papa, Richard a trébuché en essayant de me frapper. Je me suis juste défendu et il a perdu l'équilibre. » Des larmes coulaient sur mes joues sans que je puisse les retenir. « Et tu l'as cru ?» ai-je murmuré, même si je connaissais déjà la réponse. Henri hocha lentement la tête, le visage ravagé par une culpabilité qui le dévorait depuis des décennies. C'était mon fils, Hilda. Mon plus jeune fils me suppliait de l'aider, et Richard était déjà mort. Je ne pouvais pas ramener l'un à la vie en détruisant l'autre. J'ai voulu croire que c'était un accident, qu'il apprendrait de cette tragédie, qu'il deviendrait un meilleur homme. Et l'argent volé? Demandai-je, déterminé à tout savoir de ce cauchemar. Damian a promis qu'il nous rembourserait petit à petit. Il disait avoir investi dans une affaire qui avait mal tourné. Il jurait qu'il ne recommencerait jamais. Et je l'ai cru, Hilda. Que Dieu me pardonne, je l'ai cru. Parce que j'avais besoin de croire que mon fils n'était pas un meurtrier. Je me levai de la table en titubant, m'agrippant au mur pour ne pas tomber. Tout ce que j'avais cru sur ma famille, sur mon fils survivant, sur les 25 dernières années de ma vie, tout n'était qu'un mensonge. Est-ce qu'il a remboursé cet argent? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Jamais, répondit Henri. En réalité, il a continué à voler de petites sommes que je faisais semblant de ne pas voir, parce que le confronter aurait signifié admettre que j'avais couvert un meurtre. Je suis devenu son complice, Hilda. Chaque fois que je me taisais, chaque fois que je fermais les yeux sur nos comptes qui diminuaient, je devenais un peu plus son complice. Une vérité horrible prit forme dans mon esprit. C'est pour ça qu'il veut contrôler nos finances maintenant, murmurai-je. Ce n'est pas parce qu'il se soucie de nous. C'est parce qu'il veut terminer ce qu'il a commencé il y a 25 ans. Henri acquiesça gravement. Et il y a autre chose, Hilda. Quelque chose que j'ai découvert il y a quelques semaines. Quoi encore? Demandai-je, sentant mon cœur prêt à éclater. Henri se leva, alla à son bureau et sortit quelques papiers cachés sous d'autres documents. J'ai discrètement enquêté sur les finances de Damian. Son atelier de menuiserie ne marche pas aussi bien qu'il le prétend. En réalité, il est au bord de la faillite. Il doit plus de 100 000 $ à des banques et à des fournisseurs. Les papiers tremblaient entre mes mains pendant que je lisais les chiffres. Damian n'était pas l'homme à succès qu'il faisait semblant d'être. C'était un échec désespéré, vivant de mensonges et d'argent volé depuis des décennies. Est-ce que Mélissa est au courant? Demandai-je, me rappelant son doux sourire et ses étreintes affectueuses. J'en suis sûr, répondit Henri. J'ai remarqué comment elle dirige les conversations quand il parle d'argent, comment elle pose des questions précises sur nos économies, la valeur de la maison, nos assurances-vie. Ce ne sont pas des questions innocentes, Hilda. Ce sont des questions de quelqu'un qui calcule combien vaut notre mort. Cette phrase me glaça le sang. Notre mort, ai-je répété dans un souffle. C'était la première fois que j'envisageais que Damian puisse vouloir nous faire du mal physiquement. Jusqu'à ce moment, je croyais qu'il voulait simplement nous tromper ou nous dépouiller. Mais s'il avait tué son frère pour de l'argent, qu'est-ce qui l'empêcherait de tuer ses parents pour la même raison? Henri, dis-je en lui prenant les mains, il faut aller à la police. Il faut leur dire la vérité sur Richard et sur ce qui se passe maintenant. Mais mon mari secoua la tête, le visage empreint d'un désespoir déchirant. Avec quelle preuve, Hilda? Je suis complice d'un meurtre que j'ai couvert. Si je parle maintenant, j'irai aussi en prison. Et puis, qui croira à un vieil homme de 65 ans qui a gardé un tel secret pendant 25 ans? Il avait raison. Alors, on fait quoi? On attend qu'il nous tue, comme il a tué Richard? Nous allons être très prudents, dit Henri en essayant de paraître plus confiant qu'il ne l'était. Nous allons trouver un moyen de nous protéger, de rassembler des preuves pour... Mais il n'eut pas le temps de finir, le téléphone sonna. C'était Damian. « Salut, maman, dit-il d'une voix douce, qui me semblait désormais sinistre.
Mélissa et moi pensions que ce serait magnifique de célébrer votre 40e anniversaire de mariage avec quelque chose de spécial. Et si on vous emmenait dans ces montagnes dont vous parlez toujours, on pourrait faire une randonnée en famille, prendre des photos, passer une journée parfaite ensemble. Mon sang se glaça. Je regardais Henri, qui avait entendu la conversation et avait le même regard de terreur que moi. « C'est une idée très gentille, mon fils, » réussis-je à répondre d'une voix tremblante. « Mais laisse-nous y réfléchir, on te rappellera demain. » Après avoir raccroché, nous nous sommes regardés en silence, conscients que nous venions de recevoir une invitation à notre propre exécution. « Les montagnes, » murmurai-je. « Il veut nous emmener dans les montagnes pour nous tuer et faire croire à un accident. » Henri hocha gravement la tête, comme il avait fait autrefois pour Richard. Cette nuit-là, nous ne dormîmes pas une minute, blottis l'un contre l'autre, planifiant comment échapper à la mort que notre propre fils préparait. Ses yeux brillaient d'un enthousiasme presque démoniaque. Bien sûr, la vue serait spectaculaire. Ce serait la dernière que nous verrions de notre vie. Le sentier a quelques parties escarpées, ajouta Mélissa, comme si elle nous donnait une simple information touristique, mais rien que des randonneurs expérimentés comme vous ne puissiez gérer. Sa remarque sur nos soi-disant talents de randonneurs sonnait comme une mauvaise plaisanterie. Nous étions deux sexagénaires qui marchaient à peine dans le parc de temps en temps. Pendant que nous chargions la voiture, je vis Damien vérifier son sac à dos avec une précision méthodique, s'assurant qu'il avait tout ce dont il avait besoin pour son plan. J'aperçus des cordes, une petite pelle et quelque chose qui ressemblait à un pistolet de détresse. « À quoi ça sert ?» demandai-je en désignant l'arme. « Pour la sécurité » répondit-il sans hésiter. « Si on se perd ou si quelque chose tourne mal, on peut envoyer un signal de détresse. » Bien sûr, ils enverraient un signal après nous avoir poussés du haut d'une falaise pour que nos corps soient retrouvés et que tout le monde croie un tragique accident de randonnée. Tout était calculé. Chaque détail avait été planifié pour que notre meurtre paraisse parfaitement naturel. Le trajet jusqu'aux montagnes dura 2 heures, mais elles semblèrent une éternité. Mélissa mit de la musique joyeuse et chanta sur tout le chemin, comme si nous partions vraiment pour une agréable sortie en famille. Damien conduisait prudemment, respectant toutes les limitations de vitesse, s'arrêtant à chaque stop. Il ne voulait pas risquer un vrai accident qui gâcherait ses plans parfaits. Pendant le trajet, Henri me prit discrètement la main et activa l'enregistrement sur son téléphone. À partir de ce moment, tout ce qui se passerait serait enregistré. Si nous survivions, nous aurions des preuves. Sinon, au moins, la vérité ne mourrait pas avec nous. Quand nous arrivâmes enfin au début du sentier, mon cœur battait si fort que je crus qu'il allait éclater. L'endroit était magnifique, de grands arbres, le murmure d'une rivière toute proche, mais pour moi, c'était le décor de ma propre exécution. Damien et Mélissa sortirent leur sac à dos, souriant, riant, comme si c'était le plus beau jour de leur vie. « Prêt pour l'aventure ?» demanda Damien. Et pour la première fois depuis 25 ans, je revis dans ses yeux ce même éclat froid qu'il avait eu la nuit où il avait tué son frère. Le sentier commença doucement, serpentant entre des arbres couverts de mousse et des pierres humides. Mélissa marchait devant, prenant des photos et s'exclamant sans cesse sur la beauté du paysage. « Regardez ces fleurs sauvages! Et cet oiseau magnifique! » Son jeu était parfait, celui d'une belle fille aimante profitant d'une journée spéciale avec ses beaux-parents. Damien marchait derrière nous, soi-disant pour s'assurer que nous ne restions pas en arrière. Mais je sentais son regard dans mon dos comme une lame glacée. Chaque fois que je me retournais, il me souriait de ce sourire qu'il avait perfectionné en 25 ans de mensonges. « Ça va, maman, papa, vous voulez vous reposer un peu ?» Après 1 heure de marche, nous attaquâmes une partie plus raide du sentier. Mes jambes étaient lourdes, Henri peinait à respirer. Nous n'étions pas faits pour ça, et nos enfants meurtriers le savaient très bien. Ils avaient choisi un itinéraire qui nous épuiserait, nous rendant faibles pour le moment fatidique. « On est presque au belvédère », annonça Mélissa. Mais selon la carte que j'avais vue à la maison, il restait encore au moins 1 heure de marche. Son mensonge confirmait leurs intentions. Ils n'avaient jamais eu l'intention d'aller jusqu'au vrai point de vue. Le lieu du meurtre devait être beaucoup plus proche. Pendant la montée, j'essayais de mémoriser chaque détail, chaque arbre, chaque rocher, tout ce qui pourrait servir de repère si je survivais et devais tout raconter à la police.
Henri faisait la même chose. Par moments, nos regards se croisaient, emplis de terreur mais aussi de détermination. Nous savions que nous marchions vers notre mort, mais c'était notre seule chance de prouver la vérité. « Oh, regardez ça !» s'écria soudain Mélissa, pointant une formation rocheuse sur notre droite. Cette falaise offre une vue incroyable. Montons là-haut pour prendre quelques photos spéciales. Mon sang se glaça. C'était là, le lieu qu'ils avaient choisi pour nous tuer. La falaise s'élevait à une trentaine de mètres au-dessus du sentier principal. Le chemin secondaire qui y menait semblait bien plus dangereux. Des pierres instables, peu d'arbres pour se retenir. En bas, une gorge profonde, hérissée de rochers tranchants. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, dis-je d'un ton que j'essayais de rendre naturel. Ce sentier me paraît dangereux pour des gens de notre âge. Mais Damian avait déjà pris la tête, son sac rempli d'un équipement de sécurité qu'il n'utiliserait pas pour nous sauver. « Allons, maman, » dit-il d'une voix faussement enjouée. « Ça ne prendra que quelques minutes. » Et puis, Mélissa a raison, les photos d'en haut seront spectaculaires. Le mot « spectaculaire » me fit frissonner. Elle le serait, oui, pour ceux qui verraient ensuite nos corps au fond du ravin. Henri serra discrètement ma main. Son téléphone enregistrait. Nous devions continuer, aller jusqu'au bout. Si nous refusions maintenant, il trouverait une autre occasion. La montée fut harassante. Les pierres glissaient sous nos pieds, et plusieurs fois, je faillis tomber. L'endroit était parfait pour un meurtre, une chute, et personne ne survivrait. Presque arrivé, cria Mélissa depuis le haut. Elle nous attendait, déjà arrivée avec l'agilité de quelqu'un qui connaissait parfaitement le terrain. Damian l'aida à nous hisser pour les derniers mètres. Ses mains sur mes bras me donnèrent la chair de poule, comme des serres d'oiseaux de proie. Le panorama était, en effet, splendide. On voyait toute la vallée, les montagnes, la rivière sinueuse. Dans d'autres circonstances, ça aurait été un beau souvenir familial. Mais ici, je n'y voyais qu'un théâtre de cauchemar. « Venez ici pour les photos » cria Mélissa, se plaçant près du bord. « Je veux que la vallée soit en arrière-plan. » Henri et moi approchâmes lentement. Damian se plaçait derrière nous, calculant les distances, les angles. « Parfait !» s'exclama Mélissa en levant son appareil. « Serrez-vous et souriez. » Henri et moi nous étreignîmes, probablement pour la dernière fois. Chaque flash de la caméra ressemblait à un éclair annonçant la tempête. « Encore une » proposa Damian. « Mais reculez un peu, pour mieux voir le paysage. » Un pas en arrière signifiait être exactement sur le bord du vide. Nous échangeâmes un regard. Le moment était venu. Nous reculâmes comme il le demandait, sentant la terre se dérober sous nos talons. Mélissa leva encore son appareil. Mais cette fois, son regard avait changé. Plus de douceur. Le masque était tombé. « Souriez, » dit-elle d'une voix glaciale. « Ce sera votre dernière photo. » À cet instant, Damian bondit vers nous, les bras tendus. Le plan était simple, nous pousser, prendre des photos de l'accident, puis descendre découvrir nos corps. Mais Henri avait prévu le coup. À la dernière seconde, il attrapa le poignet de Damian et le tira violemment vers l'avant. « Si nous devons mourir, tu viens avec nous » hurla-t-il avec une rage que je ne lui avais jamais connue. Pendant un instant, nous restâmes tous quatre suspendus au bord, enlacés dans une danse macabre entre la vie et la mort. Mélissa hurla, tenta de retenir Damian, mais le poids fut trop grand. Le sol céda. Je sentis le vide m'aspirer. Nous tombâmes ensemble, en hurlant, tandis que le vent sifflait dans nos oreilles et que le sol se rapprochait à une vitesse terrifiante. En une fraction de seconde, je pensais à Richard, à ce qu'il avait dû ressentir 25 ans plus tôt, quand Damian l'avait poussé dans la gorge. L'impact fut brutal. Un craquement d'os, un bruit sourd. Je sentis mon propre corps se briser. La douleur était indescriptible. Le goût du sang emplissait ma bouche. Et la certitude me transperça. Cette fois, Damian avait gagné. Mais alors, j'entendis la voix de Henri, faible mais claire. « Hilda, ne bouge pas. Fais la morte. » Je réalisai alors l'impensable, j'étais encore vivante. La douleur me faisait hurler intérieurement, chaque fibre de mon corps brûlait. Mais j'obéis. Je restai parfaitement immobile, contrôlant jusqu'à ma respiration. Tout près, j'entendis les gémissements de Damian et Mélissa. Eux aussi avaient survécu,
mais leurs plaintes laissaient deviner qu'ils étaient gravement blessés. « Mélissa, tu vas bien ?» demanda Damian, la voix brisée. « Je crois que je me suis cassé la jambe. Ça fait si mal, Damian. Et les vieux ?» La manière méprisante dont elle parla de nous me confirma ce que je savais déjà. Nous n'avions jamais été une famille pour elle. Nous étions des obstacles sur la route de leur argent. J'entendis Damian bouger, ramper vers nous. Mon cœur battait si fort que je crus qu'il allait m'entendre. « Ils sont morts » finit-il par dire après de longues minutes. « Les deux. Leurs yeux sont ouverts, mais ils ne respirent plus. » Sa phrase me donna un fol espoir. S'ils croyaient que nous étions morts, peut-être avions-nous une chance. « Parfait » murmura Mélissa avec un calme glaçant. « Tout a marché comme prévu. Enfin, sauf la partie où nous sommes tombés nous aussi. » Elle rit, un rire amer. « Au moins, nous n'aurons plus besoin de faire semblant de les aimer. » Ils discutèrent ainsi de longues minutes. Tous deux blessés, mais capables de bouger. Leur plan désormais, ramper jusqu'à un endroit où ils pourraient appeler à l'aide et raconter leur version du drame, une belle histoire d'accident tragique dont ils seraient les seuls survivants. « Rappelle-toi l'histoire, » dit Damian. On prenait des photos, un rocher s'est détaché sous le pied de papa. Il a glissé, a voulu s'agripper à maman, et ils sont tombés. Nous, on a essayé de les aider et on a chuté aussi. Je sais, répondit Mélissa. On l'a répété des dizaines de fois. Nous sommes les pauvres survivants d'une tragédie familiale. Sa voix était si convaincante que si je n'avais pas connu la vérité, j'y aurais cru. Peu à peu, leurs voix s'éloignèrent, rampantes vers ce qu'ils espéraient être leur salut. Quand le silence retomba enfin, j'entendis Henri murmurer. « Hilda, tu es en vie ?» Je répondis dans un souffle. « Oui, mais je suis grièvement blessé. »